Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Alors, cette semaine, on va parler de zombies, de leadership zombie. L'idée derrière le leadership zombie, c'est que il y a des mythes sur le leadership qui, bien que réfutés par la recherche, bien que n'étant basés sur rien du tout, continuent de persister dans les organisations, dans nos têtes, et évidemment chez les consultants. Et donc, ces croyances qui sont assez simplistes et puis franchement dépassées, le problème c'est que quand elles continuent à perdurer, elles limitent l'efficacité organisationnelle et peuvent carrément freiner le développement des personnes et des pratiques de leadership. Alors, l'article de recherche sur lequel je me base, qui vient d'être publié, qui a été publié en 2024, se base sur 8 mythes et croyances erronées de leadership. Alors, on va les passer les 8, mais on va surtout se concentrer sur comment est-ce que ça se voit dans les organisations et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ne pas tomber dans ces pièges et dans ces pratiques erronées. Premier mythe. Mythe numéro 1, le leadership est uniquement centré sur les leaders. Si j'ai de bons leaders, j'ai un bon leadership. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de problématique avec ça ? Le problème de cette croyance-là, c'est qu'elle ignore complètement le rôle des suiveurs, des gens qui suivent les leaders, et du contexte de l'entreprise, et en particulier du contexte culturel. Et donc suppose que le leadership, c'est uniquement la propriété des leaders désignés. Deuxième mythe, il existe des qualités spécifiques que tous les grands ou les grandes leaders possèdent. Alors évidemment, le problème c'est que c'est hyper simplificateur, puisque par définition, le leadership est contextuel, et donc le fait de penser qu'il y a des qualités spécifiques que les leaders possèdent ne tient absolument pas compte des différents environnements et défis qui attendent les leaders dans leur travail. Troisième mythe, il y a des actions spécifiques que tous les grands ou les grandes leaders accomplissent. C'est pareil, mais du point de vue de l'action. Le point numéro 2, c'était les qualités spécifiques, là ce sont les actions spécifiques pour les mêmes raisons, c'est un mythe. Le leadership efficace n'est pas réduit à un ensemble de comportements universels, puisqu'on sait qu'il faut adapter le style à la situation. Quatrième mythe, nous reconnaissons tous une grande leader quand nous la voyons. Ce qui évidemment est faux, puisque encore une fois, le leadership est une question aussi de perception, qui est évidemment subjective, et puis on peut avoir des biais culturels, des biais sociaux, des biais personnels, qui font que dire pour mon entreprise, moi j'ai des collègues RH qui disent « moi je recrute à l'intuition ». Typiquement, l'intuition est sujette aux biais cognitifs, aux biais culturels, donc on peut pas simplement dire « je reconnais le bon leader ou la grande leader quand je la vois ». Numéro 5, cinquième mythe, le leadership et ses objectifs sont essentiellement les mêmes dans toutes les situations. On vient de le dire, et on va le répéter encore un certain nombre de fois, le leadership est tout à fait situationnel et dépend évidemment aussi du groupe et des organisations. Donc je ne peux pas dire le but du leadership c'est de... Enfin, je peux le dire dans le sens où, par définition, le leadership, c'est de mener un groupe à quelque chose. Mais au-delà de ça, je ne peux pas dire que les objectifs du leadership, c'est voilà les 4 objectifs. Sixième mythe, le leadership est une compétence spéciale limitée à des personnes spéciales. Alors, le deuxième, c'est des qualités spécifiques. Donc là, on pourrait dire que finalement, il suffit d'apprendre certaines qualités pour y arriver. On a vu que c'était un mythe. Mais là, il y a vraiment certaines personnes qui sont faites, entre guillemets, pour le leadership. Ce qui n'est évidemment pas vrai, parce que d'abord, je dirais éthiquement, c'est quand même limite, parce que ça donne une vision très élitiste du leadership. Mais en plus, ça veut dire que la plupart des gens sont incapables de diriger. Or, la plupart des gens dirigent leur vie de manière tout à fait acceptable. Bon, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent certainement aussi diriger leur vie professionnelle et leur activité professionnelle de manière acceptable. Mythe numéro 7, le leadership est toujours bon et bénéfique pour tout le monde. Le leadership, c'est bien. C'est évidemment faux,
parce que les styles de leadership ont tous un potentiel destructeur, voire un potentiel toxique, voire un côté tout à fait sombre, y compris un de mes favoris, un des modèles de leadership qu'on aime bien chez Coapta, qui est le leadership transformationnel. Eh bien, il y a un dark side du leadership transformationnel qui est, par exemple, un côté hyper charismatique avec tout ce qu'il y a comme problème potentiel avec des gens qui se transformeraient en gourous, par exemple. Et enfin, 8e et dernier mythe, sur le leadership, les gens ne peuvent pas se débrouiller sans leader. Alors là, vous devriez dire, oui, non, mais c'est vrai, j'ai entendu parler de ces modèles plats, etc. Alors oui, ça fonctionne sous certaines conditions, dans certains types d'organisations, mais en fait, cette idée, ce mythe, on ne peut pas se passer de chef, qui simplement sous-estime la capacité d'auto-organisation et de prise de décision des groupes. Donc, les 8... Le leadership est centré sur les leaders, il y a des qualités spécifiques pour les leaders, il y a des actions spécifiques pour les leaders, on reconnaît un grand leader quand on le voit, le leadership et ses objectifs sont les mêmes dans toutes les situations, le leadership est une compétence spéciale, limitée à certaines personnes, le leadership est bien, toujours, et enfin, les gens ne peuvent pas se débrouiller sans leader. Tout ça est faux et archi-faux. L'article que je vous donne est un article de revue, et donc il donne des dizaines et des dizaines de papiers scientifiques qui montrent que ces croyances sont erronées. Comment ça se manifeste dans les organisations ? On verra par exemple certaines entreprises ne former que les leaders seniors, les membres de direction ou les chefs de département, voire promouvoir un style de leadership. On va par exemple dire moi je prends tel modèle de leadership. Autre manifestation, on recherche des leaders nés avec des traits spécifiques. On va faire passer des assessments aux gens en regardant certaines compétences particulières. On va surévaluer les formations ou les titres de leadership ou les références de leadership passées. On va avoir des hiérarchies hyper rigides avec des processus de décision hyper centralisés. On va attribuer un succès d'équipe à un leader et typiquement au chef. On va accepter que des consultants viennent en nous disant « Voilà, le leadership, il doit être comme ça. J'ai ma méthode et c'est la méthode. » On va promouvoir les PDG, les directeurs, directrices charismatiques comme seule solution au leadership. Il parle bien, c'est un bon leader. On va faire de la planification de succession qui se focalise sur un tout petit groupe d'individus à haut potentiel. Pour la résolution de problèmes, on va s'en remettre aux leaders formels. On va dépendre de manière vraiment excessive de décisions de personnes uniques. On va attribuer les changements organisationnels, on va en mettre la responsabilité sur des actions des leaders, et en particulier des leaders de hiérarchie supérieure. Et enfin, on ne va pas se gêner de présenter les théories de leadership comme des vérités universelles. C'est vrai tout le temps, peu importe qui l'a écrit, comment ça a été établi, etc. Alors, évidemment, vous êtes et nous nous reconnaissons dans certaines de ces manifestations. Et donc la question maintenant est de savoir comment faire. Alors il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a pour les leaders et les managers, il y en a pour les ressources humaines, il y en a pour les gens qui s'occupent de développement organisationnel, il y en a pour les personnes qui s'occupent d'apprentissage ou de formation. Et puis enfin, il y en a qui s'occupent pour tout ce qui est opérationnel, voire industriel. Alors, quelles sont les implications pratiques ? Pour les leaders et les managers, c'est essayer de développer un style de leadership plus flexible, plus adaptatif. De ne pas lire un bouquin et t'en inspirer, mais de lire plusieurs méthodes et de voir comment est-ce que ça peut correspondre à ma situation dans mon système. Encourager le leadership à tous les niveaux de l'organisation. Développer le leadership chez les personnes desquelles je m'occupe en tant que responsable. Évaluer de manière critique les hypothèses et en particulier les biais personnels en matière de leadership. Quels sont mes biais ? Comment est-ce que je pense que le leadership doit être, et du coup ce qui me ferme à la réalité ? Se concentrer sur la construction de relations solides avec les membres de l'équipe. Ça me fait très plaisir de lire ça, parce que j'ai préparé ça en lisant l'article.
Donc je relis ça et vous savez, chez Coapta et sur Leadershift, on est de grands fans des relations de qualité dans les organisations, dans les équipes. Et donc, quelque part, alors vous pourriez me dire qu'on pourrait l'appeler le leadership relationnel, puis ça ferait un modèle de leadership. Vous pourriez dire ça, mais c'est tellement générique qu'en fait on ne pourrait pas en faire grand-chose. Mais les relations solides sont évidemment un vecteur de bien-être et de performance. Et puis, dernière chose pour les leaders et les managers, rechercher régulièrement des retours du feedback sur l'efficacité de mon leadership en tant que leader. Ça marche pas, les gens sont contents ou pas. Pour les ressources humaines, critères de sélection. Incluez l'adaptabilité, la conscience contextuelle, la conscience du contexte, les gens qui savent lire le contexte. Concevoir des programmes de développement de leadership qui mettent l'accent sur les compétences de leadership situationnel. Donc savoir lire, savoir regarder, savoir écouter. Vous voyez que ça fait plusieurs fois qu'on dit contextuel, or quelqu'un qui parle n'écoute pas le contexte. Donc les compétences d'écoute redeviennent ou deviennent essentielles. Mettre en place des systèmes de feedback à 360 degrés pour l'évaluation. On va demander l'évaluation pas que aux chefs, mais aux collègues, aux collaborateurs, aux clients, aux fournisseurs. Créer des politiques de développement qui soutiennent le leadership partagé et émergent. Soutenir l'intelligence collective, soutenir les processus partagés, décentralisés. Pour les gens qui font du développement organisationnel, redessiner des structures qui soutiennent justement un leadership distribué. On peut parler de structure par comité, par exemple, plutôt que structure par processus. Développer des initiatives de changement culturel qui remettent en question les bons vieux modèles de leadership, en particulier leadership charismatique, leadership paternaliste, etc. Mettre en œuvre des systèmes pour identifier et nourrir le potentiel de leadership à absolument tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut développer de leadership, le sentiment ou l'attitude de leadership à tous les niveaux. Créer des cadres de référence pour évaluer l'efficacité du leadership dans différents contextes. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité différemment en production, dans un bureau, dans certaines situations. Tout ce qui est ce qu'on appelle learning and development, c'est le développement et la formation, programme de formation qui aborde justement les limites du zombie leadership. On pourrait imaginer peut-être un séminaire, une demi-journée qui fait tomber en fait les cadres dans des pièges de leadership qui seraient ces zombies. Intégrer le leadership éthique et ses implications dans les programmes de leadership. L'éthique, on n'en parle pas souvent. Et pourtant, les gens, ils sont très sensibles. Donc, comment est-ce qu'on aide les leaders à avoir des comportements éthiques et responsables ? Concevoir des ateliers qui améliorent l'adaptabilité, les compétences de leadership contextuel, et puis des programmes de mentorat pour soutenir les gens qui veulent se développer. Et des mentorats internes, évidemment, avec des gens de l'interne. Et enfin, au niveau opérationnel, expérimenter avec des équipes autogérées. Je pense en particulier aux situations de crise. Mettre des équipes de terrain, plutôt que d'avoir des chefs qui parlent beaucoup et qui ne font pas grand-chose. Mettre en place des systèmes qui permettent le leadership émergent dans les équipes de projet, par exemple, plutôt que d'avoir un chef de projet tout puissant. Est-ce qu'on peut avoir une équipe de projet qui gère le projet, plutôt que d'avoir un ou une chef de projet ? Et puis évidemment, essayer de développer des métriques et des indicateurs pour évaluer la performance des équipes sous différents modèles de leadership et les comparer. Vous voyez que il y en a un peu pour tout le monde. Préparer cet épisode de podcast pour vous m'a fait penser que il y a peut-être un sujet qu'on pourrait aborder dans une demi-journée, travailler un petit peu ces idées de leadership zombie ou de mythes de leadership, et puis voir comment vous pouvez vous en débarrasser et finalement mettre en place chez vous d'autres pratiques que ces pratiques surannées et erronées. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.